Bonsoir François Orsoni. Orsoni. Nous sommes au théâtre de la Bastille où vous donnez Coriolan de Shakespeare. Et est-ce qu'on peut dire que c'est en fait le troisième volet d'une trilogie qui serait déjà une réflexion sur le pouvoir? Oui, enfin c'est quelque chose que j'ai énoncé à un Hmm. moment donné parce que j'avais monté La mort de Danton de Georges Büchner il y a quelques années à la Maison de la Culture de Bobigny. Et puis mes lectures m'avaient amené à lire Coriolan et qui m'avait beaucoup intéressé, dont je pense d'ailleurs, j'ai l'impression que Büchner s'en est un petit peu inspiré pour écrire La mort de Danton. Et puis au milieu de tout ça, j'ai glissé un texte de Leonardo Sciascia, un romancier sicilien qui a écrit une seule pièce de théâtre, qui était un grand pyrandélien. Et voilà, et je me suis questionné depuis quelques années sur comment représenter le théâtre, euh, comment représenter, pardon, la politique au théâtre. Et là, votre choix est en fait on peut pas dire moderniser la pièce parce que en fait, le texte de Shakespeare est condensé. Est-ce qu'on peut dire cet adjectif, qu'il est condensé plutôt que adapté? Non, je dirais qu'il est plutôt Il est adapté. adapté, d'accord. Déjà, j'avais une contrainte qui était le nombre d'acteurs, et c'est une pièce qui est comme un péplum avec 20 ou 25 personnages si on prend un acteur pour chaque rôle. Et puis moi, j'ai toujours travaillé dans des grandes épopées comme ça, théâtrales, avec assez peu de comédiens, et de s'amuser à incarner plusieurs rôles ou alors à condenser plusieurs rôles dans un personnage sans que ça se voit. Et du coup, effectivement, j'ai passé un assez long temps à adapter cette pièce, et j'en ai retiré à peu près 30%, vous voyez, pas plus. Ce qui est déjà beaucoup, mais c'est une pièce gigantesque, et Oui. ça durerait 3h30 ou 4 heures si on jouait l'intégralité de la pièce, et ce serait vraiment difficile à jouer à 5. Et dans les choix de mise en scène, vous avez volontairement modernisé, on le voit déjà dans le décor qui est en arrière-plan, qui, vous le disiez, est une sorte de, voilà, de photographie d'une boîte de nuit de banlieue. Mhm. Et donc il y a ce côté extrêmement ironique qu'on ressent à la fois dans votre mise en scène et puis dans le traitement des personnages. Bah, disons qu'en fait, quand on monte une pièce qui est une pièce, ça fait partie de ce qu'on appelle les pièces romaines de Shakespeare. Donc c'est une pièce qui se passe à Rome, et ça pose une question esthétique importante étant donné que Rome et l'Empire romain, on en a tous une image de péplum ou de film. Donc on sait à quoi ça ressemblait, ou en tous les cas on a des images de ça. Donc moi, j'ai pas voulu du tout esquiver la question esthétique et rester dans quelque chose qui puisse être un peu romain avec ses colonnes, ses statues, mais dans quelque chose qui soit à la hauteur d'un théâtre plus simple, et un théâtre qui se fabrique comme ça avec des bouts de ficelle, où on change de personnage, où on s'amuse à jouer des situations, mais on n'est pas à l'échelle 1, quoi, vous voyez, avec un Mm. petit peu de distance. Je dirais pas que c'est de l'ironie, mais c'est plutôt une manière de reprendre les référents esthétiques que tout le monde a sur la Rome, et puis d'essayer de les distordre un peu et de les alléger. Mais en même temps, quand je parlais d'ironie, c'est aussi plutôt de la dérision, c'est-à-dire jouer avec les codes, comme vous le disiez. Et je pense notamment à tout l'univers sonore que vous apportez sur Hmm. scène, puisqu'on a une bruiteuse Oui. en direct. Et ça, véritablement, vous jouez avec les codes. Bah, il y a des grosses contraintes dans ce texte. Il y a une énorme scène de bataille. Alors effectivement, quand on n'a pas 20 comédiens, fabriquer une scène de bataille, c'est un petit peu compliqué. Donc on s'est amusé à fabriquer cette grande scène de guerre un petit peu comme dans un jeu vidéo, vous voyez, c'est-à-dire ces espèces de héros, où quand on est dans un jeu vidéo où avec une mitrailleuse, on tue 250 personnes. Et ce qu'est l'histoire de Coriolan, Shakespeare raconte ça de cette manière-là. Il rentre dans la ville ennemie seul, il en ressort vainqueur, un petit peu comme un enfant qui va jouer à un jeu vidéo et qui rentre seul dans un espace et qui passe son temps à shooter des adversaires. Donc il y a un petit peu cette dimension-là. Et je trouve, en tous les cas, moi c'était mon souhait de départ, que le bruitage
favorise, si vous voulez, la construction de cet imaginaire et de créer cette situation militaire qui est très importante dans la pièce. Et aussi, ça apporte un côté cinématographique. On parlait de péplum, mais c'est vrai que ça amène aussi tout cet imaginaire-là. C'est-à-dire ce cinéma italien qu'on a pu connaître aussi, je trouve que ça amène aussi cette chose-là. Oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, c'est une bruiteuse de cinéma. Oui. Et c'est vraiment un emprunt au cinéma que de travailler avec cet artifice-là. C'est aussi, moi, j'ai un petit peu fait l'acteur à certains moments donnés de ma vie et je me suis retrouvé comme ça dans des studios de montage pour de la post-synchronisation et j'adorais ces ambiances narratives qui ne sont que sonores. Donc c'est mixer un petit peu ça avec le live du plateau et à certains moments, c'est pas présent dans toute la pièce, mais c'est présent quand ça nous est utile. Et c'est vrai que la pièce aussi de Shakespeare est traversée par, comme souvent son théâtre, par l'illusion, par le théâtre. Et là, c'est au service finalement d'une espèce de dénonciation de la politique qui devient un théâtre. Là aussi, vous jouez avec ça, avec toute une partie où Coriolan est dans une espèce de show. Bah, il y a une Qu'on phase. pourrait voir maintenant, en Il fait. y a une phase électorale Voilà, où il faut exactement. qu'à un Voilà. moment donné, il fait campagne. Voilà. Donc faire campagne, c'est aller dire que ce qu'il fait est formidable, c'est l'exercice qu'on demande aux hommes politiques. S'ils ne le font pas, on le leur reproche, et quand ils le font, on le leur reproche aussi parce que ils promettent des choses généralement qu'ils n'arrivent pas à réaliser quand ils sont au pouvoir. Donc c'est ce que questionne Shakespeare à travers ce personnage qui est totalement apolitique. Lui est d'une grande sincérité, il a beaucoup de défauts mais il a aussi beaucoup de qualités, c'est ce qui le rend très ambigu et intéressant. Et il ne sait pas mentir, il ne sait pas tricher, il a une espèce de sincérité guerrière comme ça, il n'y a que le corps à corps et la vérité du corps à corps qui l'intéresse. Et dès qu'il s'agit d'aller faire un peu le barbeau et d'aller jouer les démagogues en politique, il est totalement à côté de la plaque. Et finalement, à travers ce négatif politique et Coriolan, ça dénonce à travers sa gaucherie tout ce qu'est la politique et que nous vivons sans peut-être nous en rendre compte aujourd'hui. Et puis, il y a aussi un face-à-face entre l'homme providentiel et puis le peuple et la voix du peuple. Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, ça fait résonance avec ce que nous pouvons vivre avec ce peuple et sa révolte, notamment au début quand on parle de disette et de révolte. Bah, disons, quand Shakespeare a écrit cette pièce, ce qui est intéressant, s'il y a quelque chose d'assez conjoncturel par rapport à ce que nous vivons, c'est qu'il y avait à Londres une très grande épidémie de peste qui a fait que la ville a été un petit peu comme on l'a vécu avec le Covid, totalement arrêtée. Cette épidémie de peste a conduit à ce qu'il y ait une famine, un peu la crise économique que nous traversons en ce moment. Et de cette famine, Shakespeare raconte qu'elle a induit un soulèvement de la population, ce qu'on nous annonce finalement. Et puis, ce que raconte Shakespeare, c'est que ce soulèvement a induit une répression forte du pouvoir pour essayer de maintenir le pouvoir. Bon, après, il y a d'autres choses, mais voilà, c'est finalement une histoire qui est... Je ne dirais pas qu'elle est plus aujourd'hui contemporaine qu'elle l'était il y a 20 ou 30 ans, c'est que Shakespeare questionne la relation entre le pouvoir, c'est-à-dire les élites, car le pouvoir appartient dans n'importe quel système politique à une élite, même dans des systèmes comme le communiste où Staline faisait partie d'une élite, Lénine aussi, et la population, sa souffrance quotidienne. Donc c'est la lutte des classes telle qu'elle est annoncée depuis longtemps. Et cette pièce questionne vraiment cette chose-là, et donc elle a toujours une dimension contemporaine. Tout à fait, et notamment par le mépris et puis le mensonge, le masque, enfin voilà, ce sont des choses qu'on retrouve de façon extrêmement aiguë maintenant. Oui, il y a une phrase où il dit qu'il se lave la figure et qu'il se brosse les dents. On a eu avec François Hollande une petite phrase, vous savez, sur les 100 sur dents. les 100 dents. Donc vous voyez que les choses se perpétuent de siècle en siècle. On ne sait pas ce qui se passe. Si vous voulez, ce qui est intéressant dans cette pièce avec Shakespeare, ce qui est très différent de La mort de Danton de Buchner, c'est que il n'y a pas de backstage. C'est-à-dire que
tout ce qu'il dit en off, il le dit face à tout le monde. Mm. Il n'est pas en train de faire des entourloupes derrière, comme les hommes politiques peuvent, après un journal télévisé, dire oui, tu as bien fait de dire ça, parce que telle classe sociale va voter pour toi, si tu fais ci, si tu fais ça. Là, il énonce tout publiquement. Tout est livré comme ça, en pâture, pour tout le monde, et tout le monde doit faire son tri à l'intérieur de ça. Ce qui est très compliqué, c'est de ne pas pencher d'un côté ou d'un autre, c'est-à-dire, je trouve que la pièce, elle ne dit pas une chose plutôt qu'une autre, mais elle nous expose comme ça une espèce de mode de fonctionnement sur lequel on peut prendre ce qu'on a envie de prendre. De nombreux metteurs en scène, et pas des moindres, comme Bertolt Brecht, s'est beaucoup intéressé à cette pièce. À la fin de sa vie, il a passé des années sur Coriolan. Bien évidemment, lui a fait du peuple une chose très très puissante, et de Coriolan une espèce de héros tyrannique. La pièce peut aller dans ce sens-là. Elle peut aller aussi à l'inverse, raconter que le peuple change d'avis toutes les 5 minutes, un coup ils font ceci, un coup ils font cela, ils sont manipulés par les tribuns, ce qui pourrait être les syndicats ou les partis d'extrême droite et d'extrême gauche qui manipulent les populations, et qu'en fait ça déstabilise le pouvoir juste pour prendre le pouvoir eux. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont en place. Moi, je n'ai pas vraiment de point de vue là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer ces fonctionnements-là. Il y a des jours en répétition où je me dis, oui, le peuple a raison. Il y a des jours en répétition où je me dis, mais Coriolan, finalement, n'est pas aussi mauvais que ça. Et voilà, et c'est cet équilibre qu'on essaye de trouver, qui n'est pas simple à maintenir. Oui, mais d'ailleurs, votre mise en scène, je pense, par rapport à ça, est une réussite, parce qu'effectivement, d'abord, vous avez fait souvent le choix de quelque chose d'assez frontal, ce qui fait que vous livrez les choses dans la mise en scène, dans le jeu, face publique, et puis quand il y a du vous, c'est adressé aussi. Donc finalement, nous trouvons en situation de recevoir ça et de faire notre voilà. Je pense que c'est ce qui est intéressant accidentellement du fait que nous soyons si peu sur le plateau pour jouer cette histoire, c'est que nous n'avons pas le peuple sur scène, donc le peuple il est en face de nous. Et c'est plus intéressant, je pense, de parler aux spectateurs que de faire croire qu'il y a 30 personnes sur le plateau et d'avoir un mouvement. Enfin, c'est peut-être très intéressant à mettre en place. Moi, de toutes les façons, je n'ai pas les moyens de le faire. Et puis voilà, donc on essaie, d'où ce désir de frontalité, c'est-à-dire de vraiment s'adresser aux gens, voilà, d'exposer et de leur balancer à la gueule toute la violence de Coriolan, parce qu'il n'est pas non plus c'est pas non plus un enfant de cœur. Il est assez féroce. Oui, il est féroce. Il est féroce. Je vais remercier beaucoup François Orsoni pour cet entretien accordé à la scène, et on va rappeler que c'est au Théâtre de la Bastille, et c'est tous les soirs du lundi au samedi à 20h jusqu'au 7 octobre. Voilà, Coriolan de Shakespeare. Merci. Bonne soirée. Beaucoup. Merci.